Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la course à pied, mais aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais tout simplement vous donner ma méthode complète, la méthode complète la plus utilisée pour progresser en course à pied vraiment de A à Z, que vous soyez débutant ou déjà un petit peu expérimenté. Une méthode voilà vraiment très pragmatique, très simple et efficace qui va fonctionner pour vous si vous appliquez ce que je vais vous apprendre, vous expliquer dans cette méthode. Car je sais que surtout quand on est débutant en course à pied, savoir comment progresser c'est pas évident parce qu'on peut être amené à tenter beaucoup de choses, un petit peu, un truc par-ci, un autre truc par-là. On tente plein de petits trucs différents et puis au final on se rend compte que souvent ça marche pas vraiment puisque tant qu'on n'a pas vraiment les bons outils, les bonnes clés pour arriver à progresser en course à pied, les trucs prouvés qui fonctionnent depuis plusieurs années, eh bien c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu comme jouer au loto. Il faut attendre d'avoir de la chance et vraiment de tomber au fil du temps sur la bonne méthode. Tandis que si vous apprenez tout simplement directement quelles sont les bonnes clés, si vous avez directement la boîte à outils entre guillemets pour progresser en course à pied, eh bien vous irez beaucoup plus vite et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune des vidéos de la chaîne qui vous apporte plein de bons conseils sur le triathlon et les sports qui le composent, donc c'est-à-dire natation, vélo et course à pied. Donc d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore vraiment, je vais un petit peu me présenter, vous expliquer qui je suis pour vous expliquer cette méthode. Donc je m'appelle Corentin Thibault et je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion, son expérience et ses connaissances sur le triathlon et les sports qui le composent avec toutes les personnes qui désirent progresser dans le triathlon ou bien dans ce sport. Mais je n'ai pas commencé directement par le triathlon, mon premier vrai sport du triathlon c'était la course à pied. Et lorsque j'ai commencé la course à pied, c'était il y a 5 ans, j'étais encore un petit mec quand même bien portant et voilà, je me souciais du moins du monde de comment progresser, de comment récupérer, de l'alimentation à avoir, du mindset à avoir pour la course à pied. Vraiment, je faisais ça quelques fois par semaine pour le fun. Et petit à petit, j'ai de plus en plus pris goût et j'ai commencé vraiment à m'améliorer pas mal jusqu'au jour où j'ai fait vraiment une course et j'ai fait un assez bon résultat dans cette course. C'était un jogging ici dans ma ville et tout simplement du coup je suis allé m'inscrire au club d'athlétisme de ma ville. C'était plus ou moins 2 ans après que j'ai commencé la course à pied par moi-même. J'avais déjà quelques kilos en moins. Et vraiment m'inscrire à ce club, c'était une des meilleures décisions de ma vie. J'ai rencontré pas mal de mes amis de maintenant. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne chose. Seulement, ce n'est pas parce que je suis arrivé en club que tous les problèmes sont partis comme par magie. Donc quand je suis arrivé dans mon groupe d'athlétisme, plus précisément dans mon groupe de demi-fond, eh bien j'ai vraiment commencé à progresser. J'ai gagné en vitesse grâce aux séances intenses à la piste avec le groupe et aussi en endurance grâce aux endurances que mon coach me demandait de faire en dehors des séances de groupe. Donc j'ai compris que pour progresser, il ne fallait pas seulement faire de l'endurance et de la basse intensité comme font beaucoup de débutants. La plupart des débutants, peut-être toi qui regardes cette vidéo, ne font quasi que de la basse intensité, des endurances, ne poussent pas souvent vraiment, n'essayent pas souvent de repousser leurs limites ou en tout cas ils pensent qu'ils le font mais ils ne le font pas vraiment et c'était exactement ce que je faisais. Donc là vraiment la haute intensité des séances à la piste, les vrais fractionnés intenses, ça a permis vraiment d'augmenter très fort ma vitesse. Seulement ce que je ne savais pas à ce moment-là ou que je savais très vaguement, c'est qu'il fallait un peu de haute intensité et pas de trop. Et qu'est-ce que j'ai fait un petit peu, voilà, comme j'étais pris dans le truc de voilà, je commence à progresser, yes c'est génial. J'ai commencé à faire aussi mes endurances à une allure qui était beaucoup trop élevée pour une endurance et qui était plus du tempo de l'allure de course qu'une endurance puisque je les finissais à chaque fois complètement mort. Et je faisais mes séances de piste beaucoup trop vite, beaucoup plus vite que les chronos que j'étais censé tenir. Et pour couronner le tout, j'ai tout doucement commencé le vélo de manière assidue, mais là de nouveau sans aucune logique de progression et de haute et basse intensité. Donc j'allais la plupart du temps quasi à fond quand j'étais à vélo.
Du coup, oui, je commençais à progresser, sauf que le truc, c'est que j'étais ultra fatigué, j'avais vraiment du mal à récupérer, j'avais très souvent des courbatures, je me sentais souvent pas bien aux entraînements, et il y a plusieurs blessures qui sont venues me faire coucou en l'espace d'un an et demi seulement. Et puis il y a de ça plus ou moins un an et demi, j'ai commencé vraiment à me renseigner sur les pratiques de progression en course à pied et dans le triathlon. Donc voilà, je lisais beaucoup de livres, je me renseignais beaucoup sur des vidéos sur YouTube, etc. Et c'est là que j'ai découvert la méthode 80-20 course à pied, et pour le triathlon, elle existe aussi. Alors sur quoi est-ce qu'elle repose, cette fameuse méthode 80-20? Peut-être que tu en as déjà entendu parler, que vous en avez déjà entendu parler. Eh bien, elle repose sur trois choses. Premièrement, pas plus de 20% du temps à haute intensité, ou dit autrement 80% du temps d'entraînement à basse intensité. Deuxièmement, planifier pour atteindre ses objectifs. Et troisièmement, bien récupérer égale progresser. Et le moins que je puisse dire, c'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai commencé à appliquer la méthode 80-20, j'ai clairement vu la différence. Donc je me sentais vraiment beaucoup mieux, aussi bien physiquement que mentalement, pendant les entraînements et en dehors des entraînements. Les blessures sont vraiment devenues bien rares, j'ai quasiment pas eu de blessures depuis que j'applique cette méthode. En fait, parfois quelques petites gênes, mais qui sont assez vite parties. Les performances vraiment satisfaisantes ont enfin pointé le bout de leur nez, et encore même maintenant, je suis parfois étonné de la charge d'entraînement que j'arrive à maintenir et des résultats que j'obtiens grâce à cette méthode. Et c'est justement cette méthode que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Maintenant, petit disclaimer, je tiens à préciser, ce n'est pas du tout une méthode miracle pour progresser comme par magie en course à pied en un claquement de doigts, sans un effort, sans une goutte de sueur, pas du tout. C'est une méthode pragmatique, décomposée en plusieurs étapes, qui est simple, qui n'est pas compliquée à appliquer et qui est efficace pour ceux qui veulent vraiment progresser en course à pied. Mais ce n'est pas une méthode magique voilà, pour progresser du jour au lendemain en course à pied sans jamais se faire un petit peu mal. Et d'ailleurs, ceux qui vous disent ça, ceux qui vous miroitent des méthodes un petit peu douteuses comme ça, de style ouais, vous ne tracassez pas, faites ces 3 entraînements là par semaine et vous verrez que tout se passera bien, vos chronos ils vont augmenter en flèche, vous allez voir. En général, c'est clairement des foutaises. Et d'ailleurs, c'est pas en général, ce sont tout le temps des foutaises, car le seul moyen de progresser en course à pied, c'est vraiment d'appliquer les méthodes qui fonctionnent pour la majorité des gens, pour les meilleurs coureurs de ce monde, d'être patient et persévérant, comme on va le voir juste après. Donc pour vous expliquer cette méthode, je l'ai décomposée en 6 points, et le premier point, c'est le mindset du coureur. Alors pourquoi commencer avec un point sur le mental? Le mindset en anglais, ça veut dire le mental. Eh bien tout simplement car tout se joue dans la tête. C'est la tête, c'est votre cerveau, c'est vos pensées qui gouvernent tout ce que vous allez faire. Et je suis convaincu que le sport, c'est minimum 50% dans la tête, et puis le reste 50% de l'entraînement, et même personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, je dirais plus, même 80% dans la tête et 20% à l'entraînement. Car clairement, si vous n'avez pas le bon mindset, vous n'irez pas très loin. Et le premier point sur l'état d'esprit du coureur, c'est tout simplement de savoir clairement ce que l'on veut, ou autrement dit, d'être honnête avec vous-même. Je m'explique, il y a 2 grandes catégories de coureurs. On a d'un côté les coureurs qui sont plus plaisir, et d'un autre côté les coureurs qui sont plus performance. Les coureurs plaisir, voilà, ils font, comme leur nom l'indique, la course à pied vraiment plus pour le plaisir. Vraiment, c'est leur objectif principal, c'est d'y prendre du plaisir. Du coup, s'ils ratent quelques entraînements, s'ils ne sont pas trop rigides sur leur programme, etc., ils ne cherchent pas les performances à tout prix. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est s'amuser en courant tout simplement. Et d'un autre côté, on a les coureurs plus performance. Alors bien sûr, ce n'est pas qu'un coureur performance ne prend pas de plaisir, mais un coureur performance, comme son nom l'indique, de nouveau, son objectif principal, lui, c'est d'atteindre des performances. Du coup, il va plus avoir un programme bien logique, avec des entraînements qui se suivent d'une manière logique pour atteindre ses objectifs. Et bien évidemment, il prend du plaisir, comme un coureur plaisir a aussi des performances. C'est juste un petit peu le point de vue au niveau de la course à pied qui les différencie, et les objectifs, ce qu'ils recherchent au travers de la course à pied, qui les différencie.
Bien sûr, on peut se trouver aussi un petit peu entre les deux, mais on a en général tendance à tendre plus vers l'un ou vers l'autre. Donc première chose, je vous conseille vraiment de savoir si vous êtes plus un coureur plaisir, qui veut se sentir bien en courant, etc., mais qui veut principalement prendre du plaisir en courant et ne pas trop se casser la tête, ou un coureur performance qui son objectif principal c'est vraiment d'avoir de bonnes performances en course à pied. Comme ça, vous trouverez la façon de vous entraîner qui vous convient vraiment et vous ne culpabiliserez pas si vous ratez un entraînement, si vous êtes un coureur plaisir ou bien si vous êtes un coureur performance, de dire par exemple non à une certaine endurance avec des amis parce que vous avez un autre entraînement de prévu. Le deuxième point du mindset de coureur, c'est tout simplement la patience et la persévérance. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une méthode miracle pour progresser du jour au lendemain et je ne vais pas vous mentir, progresser en course à pied, ça prend un petit peu de temps. Et c'est comme un petit peu pour toutes les choses plus authentiques, entre guillemets, de la vie, eh bien à chaque fois ça prend du temps et de la persévérance tout simplement. Forcément, c'est pas dès le début qu'on aura tous les résultats, que ce soit être en couple, que ce soit avoir des relations amicales, que ce soit avoir des bonnes relations avec les autres personnes, que ce soit apprendre une compétence, que ce soit progresser dans un sport, etc. Tout ça, ça prend du temps et il faut être persévérant. Maintenant, avec de la patience et de la persévérance et en appliquant les bonnes pratiques que je vais vous expliquer juste après, c'est pas une question de si vous aurez des résultats, parce que parfois certains ils se disent, ils ne savent pas s'ils auront des résultats, comme ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, mais c'est une question de quand vous les aurez. Vous aurez des résultats parce que c'est une méthode qui fonctionne. Maintenant, en fonction de votre niveau d'implication, eh bien, ça va dépendre un petit peu de quand vous les aurez. Mais ce qui est certain, c'est que vous en aurez. Il faut juste être patient et persévérant. Et le troisième point du mindset de coureur, c'est d'arrêter de vous comparer. Vraiment, la comparaison, se comparer tout le temps aux autres coureurs, aux autres sportifs, c'est le meilleur moyen de foirer totalement sa progression. Et pourquoi? Tout simplement car chaque coureur, chaque athlète est unique. Il n'y a aucun coureur, aucun athlète, aucun sportif qui n'a le même background, qui a exactement les mêmes objectifs, qui a exactement la même vision de son sport, qui a exactement le même physique, qui a exactement le même niveau. Vraiment, chaque coureur est unique, c'est un des plus gros principes dans le sport et dans la course à pied. Du coup, qu'est-ce qui se passe si vous comparez? Vous remarquerez que vous ne serez jamais au même niveau que d'autres coureurs. Même votre partenaire d'entraînement avec qui vous faites tous vos entraînements, vous ne serez jamais exactement au même niveau que lui ou qu'elle. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes un petit peu plus fort que ceux avec qui vous vous comparez, eh bien vous risquez un peu de prendre la grosse tête et de dire ah oui ok c'est bon, je suis le meilleur. Du coup qu'est-ce qui va se passer? Vous allez moins bien vous entraîner parce que vous allez penser que vous avez moins d'efforts à fournir. Ou bien si vous comparez à des gens qui sont vraiment beaucoup plus forts que vous, eh bien alors là vous risquez de vous dévaloriser, d'être déçu parce que vous allez dire ok ils sont beaucoup trop forts, ils sont beaucoup plus forts que moi et jamais j'arriverai à les atteindre et du coup vous allez vous décourager et de nouveau faire n'importe quoi à l'entraînement. Donc non à la comparaison, par contre oui à l'inspiration. Alors quelle est la différence entre la comparaison et l'inspiration? La comparaison c'est vraiment négatif, c'est prendre une personne et un petit peu jalouser, etc. Et voilà, c'est vraiment un sentiment négatif. Par contre l'inspiration, c'est voilà, prendre une personne qui a vraiment des résultats qu'on aimerait atteindre et au lieu de se comparer nous par rapport à elle, de regarder comment cette personne a fait pour en arriver là où elle est et de se dire ok comment est-ce que moi je peux faire pour en arriver au même résultat et appliquer ce qu'elle a appliqué pour arriver là, mais ce n'est pas la jalouser ni se comparer. Donc ça voilà, c'était les trois gros points sur le mindset de coureur et maintenant on va passer au deuxième gros point de la méthode 80-20 course à pied. Le deuxième point de la méthode pour progresser en course à pied, c'est de comprendre les bases de la progression en course à pied. Car je pars du principe que si on ne comprend pas ce qu'on fait, eh bien on le fera peut-être, mais on ne saura pas voir quand on fait des erreurs, on aura du mal à trouver ce qui ne va pas, ce qu'on fait bien, etc. Donc voilà, vraiment comprendre ce qu'on fait, je pense que c'est la base dans n'importe quoi si on veut progresser. Et il y a plusieurs bases, plusieurs vraiment fondamentaux de la course à pied qu'il faut comprendre. Et la première chose à bien comprendre, c'est la différence entre fréquence, durée et intensité.
Alors, votre fréquence à laquelle vous entraînez, comme son nom l'indique, c'est le nombre d'entraînements que vous faites. En général, ça se calcule sur une semaine. Si vous allez courir 3 fois sur la semaine, vous avez une fréquence de 3 entraînements sur la semaine. Ensuite, la durée, eh bien, c'est tout simplement la durée de vos entraînements. Et là aussi, en général, elle se calcule sur la semaine. Donc, si vous allez courir 3 fois 30 minutes sur votre semaine, eh bien, vous aurez couru en tout 1h30 sur votre semaine. Et troisièmement, ça c'est parfois un peu plus difficile à comprendre, c'est l'intensité de votre entraînement dont on va parler juste après, donc je ne vais pas trop spoiler pour l'instant. En gros, c'est la difficulté de votre entraînement. Et maintenant, si vous combinez la fréquence et la durée de vos entraînements, vous obtenez votre volume d'entraînement. Donc comme je l'ai dit avant, si vous allez courir 3 fois 30 minutes sur votre semaine, vous avez fait une semaine avec un volume d'entraînement de 1h30. Et si vous combinez votre volume, donc la fréquence et la durée, ainsi que l'intensité, vous obtenez votre charge d'entraînement. Et la charge d'entraînement, c'est vraiment sur ça qu'il faut se baser quand on veut vraiment progresser. C'est un petit peu plus compliqué à en parler que du volume parce que mesurer l'intensité, c'est parfois un petit peu plus compliqué que la durée. La durée, on prend un chronomètre et c'est bon. Là, l'intensité, comme on va le voir juste après, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Mais vraiment, comprendre sa charge d'entraînement et savoir mesurer sa charge d'entraînement, c'est super important. Deuxième base de la progression en course à pied à bien comprendre, ce sont 4 principes qui sont vraiment les principes de base pour la progression dans les sports d'endurance. Et le premier de ces principes, c'est le principe de la surcharge progressive. Comme son nom l'indique, surcharge, ça veut dire que votre charge de travail, elle doit augmenter toujours un petit peu plus. Maintenant, dans le mot, il y a aussi progressive, ça veut dire que vous devez y aller mollo. Vous ne devez pas passer d'une semaine de, par exemple, 1h30 d'entraînement à la semaine d'après 3 heures d'entraînement. Vous devez vraiment y aller mollo. En général, on dit pas plus de 10% d'augmentation au niveau de votre volume ou de votre intensité d'entraînement, donc de votre charge d'entraînement par semaine. Donc voilà, premier principe, principe de la surcharge progressive. Le deuxième principe, c'est le principe de spécificité. Alors, celui-là, qu'est-ce que ça veut dire? Un mot un petit peu compliqué, mais c'est pas bien compliqué à comprendre. C'est que quand vous entraînez, il y a 2 grands systèmes que vous entraînez. D'un côté, il y a votre système central. Le système central, c'est tout ce qui concerne ce qui est au centre de votre cœur, donc c'est-à-dire au centre de votre corps, pardon, donc c'est-à-dire vos cœurs, vos poumons et votre sang principalement. C'est ce que vous travaillez surtout quand vous êtes à basse intensité. Et d'un autre côté, on a le système périphérique. Le système périphérique, c'est tout ce qui concerne plus les muscles et les schémas neuromusculaires que vous travaillez quand vous travaillez votre technique et votre haute intensité. Maintenant, la haute intensité travaille aussi le système central et le système périphérique se travaille aussi à basse intensité. Donc ça, voilà, c'était le deuxième principe, le principe de spécificité. Ensuite, on a le principe de réversibilité. De nouveau, pas bien compliqué à comprendre, c'est tout simplement que quand vous vous entraînez, votre condition physique, elle augmente. Quand vous ne vous entraînez pas, votre condition physique diminue. Peut-être que vous le croyez, mais en tout cas, si vous le croyez avant, eh bien, c'est un gros mythe. Mais quand vous ne vous entraînez pas, votre condition physique, elle ne reste pas au même niveau. C'est pas comme si vous mettiez sur pause votre progression. Dès que vous ne vous entraînez pas, votre condition physique, elle diminue. Et c'est pour ça que c'est difficile de reprendre la course à pied, le sport, après une coupure. Et le quatrième principe, c'est le principe de surcompensation. De nouveau, un mot un peu compliqué, mais c'est pas bien compliqué à comprendre. Principe de surcompensation, c'est tout simplement que lorsque vous allez vous entraîner, eh bien après, il est super important de bien récupérer parce que c'est pendant la récupération que vous allez vraiment vous améliorer, que votre corps va faire toutes les adaptations physiologiques pour que vous progressiez, pour améliorer vos muscles, pour améliorer votre système central, etc. Donc ça, ce sont les 4 principes. Le principe de surcharge progressive, le principe de spécificité, le principe de réversibilité et de surcompensation à bien comprendre. La troisième clé de la progression en course à pied, c'est de mesurer votre intensité, de mesurer l'intensité à laquelle on court. Donc comme je vous l'ai expliqué avant, l'intensité c'est vraiment une des clés pour progresser en course à pied et je vais vous expliquer pourquoi après comprendre, savoir à quelle intensité on court, c'est super important.
Pour mesurer son intensité, il y a trois méthodes principales. On a premièrement la méthode de la RPE, ça vient de l'anglais, ça veut dire Rate of Perceived Exertion. Donc en gros, c'est votre niveau d'effort, la perception de votre niveau d'effort. Donc en gros, quand vous courez, vous analysez un petit peu vos sensations et vous apprenez à vous dire, ok, est-ce que là je suis en train de pousser, est-ce que je suis facile, est-ce que je suis un peu dans le dur ou pas trop. Et ensuite, vous notez sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous êtes en difficulté entre guillemets. Deuxièmement, on a la fréquence cardiaque. Alors la fréquence cardiaque, c'est une mesure assez connue dont on entend parler, dont on entend dire un petit peu tout et n'importe quoi dessus. Mais en gros, c'est quoi? C'est mesurer votre fréquence cardiaque quand vous courez, qui se mesure en battements par minute. Elle se mesure en général grâce à une ceinture cardiaque ou une montre connectée au poignet. Et troisièmement, on a l'allure. L'allure, c'est l'allure à laquelle vous courez. Par exemple, si vous courez à 5 minutes au kilomètre, forcément, elle se mesure en kilomètres ici. Les Américains, c'est par mile, mais chez nous, c'est en kilomètres. Donc l'allure, elle se mesure en minutes par kilomètre. Si vous courez 5 minutes au kilomètre, ça veut dire que vous êtes à plus ou moins 12 km/h. Si vous êtes à 4 minutes au kilomètre, vous êtes à 15 km/h, etc. En général, on parle plus en termes d'allure que de vitesse, car voilà, c'est tout simplement car on parle plus en termes d'allure que de vitesse en général lorsqu'on planifie ses entraînements pour la course à pied. Maintenant, c'est bien beau de connaître l'intensité à laquelle on court, mais il faut savoir quoi en faire. Et justement, pour s'entraîner efficacement, il faut calculer ce qui s'appelle ces zones d'intensité. Donc, ce sont des zones d'intensité, il y en a 5, qui vous indiquent en fonction de la fréquence cardiaque à laquelle vous êtes ou de l'allure à laquelle vous courez, eh bien, dans quelle zone d'intensité vous êtes. Et plus vous montez en zone, plus ça veut dire que vous êtes à une intensité élevée. Donc, planifier ces entraînements en termes de zone d'intensité, c'est vraiment très précis car on sait exactement qu'est-ce qu'on est en train de travailler, si on est à basse intensité ou à haute intensité. Et pour calculer ces zones d'intensité, il faut faire un test de 20 minutes et puis ensuite tout simplement calculer ces zones. Et pourquoi est-ce que c'est très important de s'entraîner grâce aux zones d'intensité? Eh bien tout simplement pour respecter le principe d'entraînement 80-20, on y arrive enfin. Pourquoi est-ce que cette méthode s'appelle la méthode 80-20? Tout simplement car comme je vous l'ai dit au début, elle repose sur le fait de s'entraîner 80% du temps à basse intensité et 20% du temps seulement entre guillemets à haute intensité, mais de la vraie intensité. Et je dis en parenthèse que l'intensité modérée est considérée comme de la haute intensité. Donc voilà, comme ça vous savez quand vous êtes en endurance, en fonction de la zone dans laquelle vous êtes, que vous êtes à basse intensité et que quand vous faites des fractionnés, en général vous serez plus à haute intensité. Mais comme ça vous permet vraiment de garder un œil, de surveiller bien, de bien faire en sorte que ce rapport 80-20, il reste le plus équilibré possible durant vos semaines, voire vous pouvez regarder plus large au niveau de vos mois d'entraînement. Et en fait, pourquoi ce rapport 80-20? Tout simplement car les chercheurs, au fur et à mesure du temps, ont constaté que c'était une des méthodes, c'était la méthode qui avait le meilleur ratio entre effort fourni et les résultats obtenus. Donc pour plus ou moins 1/5 du temps de votre temps d'entraînement à haute intensité, vous avez, et le reste de votre temps d'entraînement à basse intensité, vous avez vraiment des résultats qui sont assez élevés, tandis que si vous dépassez, si vous faites du 50-50, vous allez créer beaucoup trop de fatigue que pour bien progresser. Du coup, votre corps va avoir du mal à en récupérer, etc. Et d'un autre côté, si vous ne faites quasiment jamais de haute intensité, vous n'apporterez pas suffisamment de stress à votre corps pour bien progresser. Car progresser, c'est quoi? C'est subir à son corps un certain stress, et puis ensuite le corps, il va tout simplement progresser pour se dire, comme ça il pourra se dire, la prochaine fois qu'on va me faire subir le même stress, je serai mieux adapté, je serai mieux préparé. La quatrième base de la progression en course à pied, c'est tout simplement de planifier pour progresser. Donc la planification, ça permet vraiment d'atteindre ses objectifs beaucoup plus facilement que si on y va un petit peu au feeling. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que quand on planifie, il y a moins de friction au démarrage. La friction au démarrage, c'est la résistance qui t'empêche d'aller t'entraîner, parce que voilà, si tu rentres chez toi et que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire comme entraînement, tu as beaucoup plus de chances de dire ouais, c'est bon, je saute l'entraînement, plutôt que si tu sais précisément ce que tu vas faire à l'avant. Donc ça, c'est la première chose.
Et deuxièmement, planifier, ça permet d'avoir des entraînements qui se suivent de manière logique, de ne pas faire un petit peu plic-ploc en disant oui, on verra bien si ça marche. Tu sais quels entraînements tu vas faire à l'avance et ils se suivent de manière logique pour te faire progresser vers ton objectif. Et pour planifier en course à pied avec la méthode 80-20, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire de la planification inversée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, au lieu de dire, bah voilà, je suis à un point A et j'aimerais aller à un point B, tu vas te dire, je veux aller à un point B et tu vas remonter en arrière jusqu'à ton point A. Donc c'est-à-dire que tu te fixes un objectif et entre parenthèses, les objectifs, il faut essayer de se les fixer juste par rapport à soi. Par exemple, de ne pas dire bah, j'aimerais arriver premier de cette course parce que ça dépend du niveau des autres, mais de dire je veux faire tel temps sur cette course parce que ça ne dépend que de toi. Et une fois que tu connais ton objectif, eh bien tu vas remonter en arrière, tu vas dire bah, par exemple pendant ces 4 semaines-là juste avant, je vais travailler ça. Pendant les 4 semaines-là, j'ai travaillé ça et pendant les 2 semaines jusqu'à ma situation actuelle, je vais travailler ça. Donc ça permet vraiment la planification inversée de se rendre plus facilement compte de ce qu'on a à travailler, du niveau qu'on aimerait atteindre, parce que quand on part du point A pour aller jusqu'au point B, bah, il peut y avoir beaucoup d'obstacles, etc. On ne sait pas exactement ce qui va arriver, tandis que quand on part du point B et qu'on remonte jusqu'au point A, qu'on prévoit les choses à l'avance, en général, ça a plus de chances de bien se passer. Donc je t'invite vraiment à voir la planification comme un allié, comme une aide, plutôt que comme une contrainte et de dire oh merde, je dois planifier mes entraînements. Non, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Donc ça clôt, c'était le dernier point sur les bases de la progression en course à pied. Et maintenant, le troisième gros point de la méthode 80-20 course à pied, ce sont les qualités à travailler. Donc passons maintenant aux qualités à travailler pour progresser en course à pied, car la course à pied englobe plusieurs choses, il y a plusieurs domaines, plusieurs spécificités à travailler en course à pied pour arriver à progresser. Et la première, la plus importante, je suis sûr que tu la connais et que tu le fais déjà, c'est l'endurance. Qu'est-ce que l'endurance? En gros, l'endurance, on pourrait définir ça par la capacité, ta capacité à maintenir un effort vraiment à basse intensité pendant une période de temps plus ou moins longue. Donc par exemple, de courir 1 heure vraiment à une intensité, à une zone d'allure d'intensité où tu te sens tranquille, où tu es à l'aise. Alors comment travailler l'endurance? Bah c'est pas très compliqué, il faut faire de longs efforts à basse intensité. Attention de ne pas tomber dans le piège dans lequel souvent les débutants tombent, qui est d'aller beaucoup trop vite sur ces endurances et du coup d'avoir beaucoup trop de haute intensité au final. Et justement l'endurance, elle doit être travaillée toute l'année, pendant que ce soit dans n'importe quelle période, pour n'importe quel objectif tu te prépares, car tout simplement l'endurance compose la majeure partie, compose les 80% de la basse intensité. Donc la méthode 80-20, c'est 20% d'entraînement à haute intensité, 80% à basse intensité, et l'endurance compose justement ces 80% à basse intensité, donc elle ne doit vraiment pas être négligée. Ensuite, la deuxième qualité à travailler pour progresser en course à pied, c'est ta technique. De nouveau, la technique, on en parle souvent, mais on ne sait pas exactement comment la travailler et à quoi elle correspond. De nouveau, en résumé, la technique, on pourrait définir ça comme avoir des mouvements propres, des mouvements qui sont efficaces pour avoir une foulée efficace, ce qui permet de maximiser l'énergie de la foulée lorsque tu appuies avec ton pied sur le sol, d'éviter les blessures et d'économiser de l'énergie, ce qui va faire ces trois choses-là, que tu vas courir de manière efficace en économisant de l'énergie, en minimisant le risque de blessure. J'ai déjà fait une vidéo sur la technique, donc n'hésite pas à aller la voir. Et quand est-ce qu'elle se travaille la technique? Eh bien la technique, elle se travaille toute l'année. Améliorer sa technique, vraiment c'est quelque chose de super important en course à pied, surtout quand on débute. Dans mon groupe d'athlétisme, il y en a qui sont là depuis quelques mois et l'entraîneur les fait encore améliorer leur technique, parce que c'est vraiment super important. Et la technique, elle ne se travaille pas pendant les endurances, mais elle se travaille avant les séances intenses. Donc pendant l'échauffement, avant les séances intenses dont on parlera juste après, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler sa technique, parce que pendant les endurances, tu crées beaucoup de fatigue, et la fatigue, c'est l'ennemi juré de la technique. La troisième qualité à travailler, c'est ta force. Alors de nouveau, la force, en résumé, on pourrait la définir en gros comme ta capacité à vaincre une résistance. Et une résistance, ça peut être un fort vent de face, le sol lorsque tu prends appui sur le sol, ou bien tout simplement une côte.
Et la force multipliée par la cadence va donner la puissance. Et en course à pied, la puissance, ça se traduit par de la vitesse. Donc être plus fort, ça permet non seulement de passer plus facilement les côtes, mais également d'avoir plus de vitesse. Alors du coup, comment est-ce qu'on travaille sa force? Eh bien, comme la force est la capacité à vaincre une résistance, il faut la travailler contre une résistance et avec une faible cadence pour bien travailler la force et pas la puissance. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, il faut aller dans une côte avec un dénivelé quand même assez pentu de 6 à 8%. Et faire des intervalles, des répétitions de 30 secondes à 1 minute, ou tout simplement tu vas monter le plus vite possible cette côte en 30 secondes à 1 minute et faire ça plusieurs fois d'affilée avec une récupération. Alors bien entendu, ça fait partie, les répétitions en côte font partie des 20% de la haute intensité, donc il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas faire cette séance plus d'une fois par semaine, surtout si tu es débutant, et à y aller doucement sur cette séance si tu es sujet aux blessures, que ce soit aux genoux, aux mollets, aux tendons d'Achille, etc. Et ne pas la faire tout court si tu es blessé. D'ailleurs, si tu es blessé actuellement aux jambes, je te conseille de ne pas courir et vraiment de bien te soigner, de prendre le temps de bien réparer tout ça, d'aller consulter les médecins qu'il faut. Ça ne vaut pas la peine de forcer pour au final être de nouveau blessé pendant plusieurs mois. Quatrième qualité à travailler, la vitesse. La vitesse, c'est très souvent ce qui manque aux coureurs débutants et même parfois à certains coureurs qui font de la course à pied depuis un certain moment mais qui ne font quasi que de l'endurance. Du coup, ils n'améliorent pas vraiment leur vitesse. Alors la vitesse, pour améliorer sa vitesse en course à pied, il faut travailler ce qui s'appelle sa VMA. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme bizarre de VMA? Ça veut tout simplement dire vitesse maximale aérobie. Donc, en gros, c'est la vitesse maximale que tu peux tenir en courant pendant 6 minutes vraiment à fond en t'arrachant. Et une fois que tu connais ta VMA, pour ça, il y a plein de tests en ligne. Je t'invite à taper test pour calculer sa VMA. Eh bien, tu vas faire des fractionnés, de nouveau des répétitions de 30 secondes jusqu'à 3 minutes, ne pas dépasser 3 minutes à ta VMA. Ou à une allure qui est quand même assez élevée, une intensité très élevée qui fait qu'à la fin des fractionnés, ce serait encore très dur d'en refaire. Tu pourrais en faire encore quelques-uns, mais pas plus. Ça doit vraiment être une très haute intensité quand même quand tu travailles ta VMA. Et bien évidemment, si tu fais des fractionnés de 30 secondes, tu en feras plus que si tu fais des fractionnés de 3 minutes. Et n'oublie pas, comme on l'a vu juste avant, la logique de progression, la surcharge progressive, d'augmenter toujours petit à petit ta charge d'entraînement et le nombre de fractionnés que tu vas faire. Et de nouveau, comme la force, les entraînements de VMA font partie des 20% de la haute intensité. Cinquième qualité à travailler pour progresser en course à pied, le tempo et l'allure de course. Alors le tempo, ça pourrait se résumer par l'intensité, l'allure maximale que tu peux tenir en courant pendant 1 heure vraiment à fond. Voilà, si tu fais un chrono d'1 heure, eh bien tu auras ton allure, le nombre de kilomètres que tu as fait sur l'heure et ça te donnera ton allure au tempo. Et l'allure de course, eh bien c'est l'allure que tu penses pouvoir tenir sur une course qui va de entre 5 à 10 km. Ça correspondra plus ou moins au tempo. Alors à quoi est-ce que ça sert de travailler son tempo, son allure de course? Premièrement, ça sert à améliorer son tempo, donc c'est-à-dire à courir plus longtemps, mais aussi plus vite. Donc plus tu vas travailler ton tempo, combiné à l'endurance et au travail de vitesse par la VMA et au travail de force, plus tu vas pouvoir courir longtemps et plus vite. Travailler son allure de course, ça permet de se familiariser avec l'allure de course. Alors pourquoi est-ce que c'est super important de se familiariser avec l'allure que tu aimerais tenir pendant une course? Eh bien car si tu ne sais pas quelle allure tu vas tenir pendant la course, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques dans 99% des cas de partir beaucoup trop vite et de craquer avant la fin. Tandis que si tu sais l'allure que tu dois tenir sur la course, eh bien tu vas la tenir au début de la course et à la fin, si tu as un peu mal, tu essayes de tenir l'allure et si tu es bien, tu accélères un petit peu plus vite et comme ça tu pourras dépasser tous ceux qui ont craqué, juste qui ont craqué car ils sont partis beaucoup trop vite. Donc ça c'est super important de travailler son allure de course avant une course. Et troisièmement, travailler son tempo et son allure de course, ça permet de s'entraîner à maintenir, à résister plus longtemps à la fatigue musculaire. La fatigue musculaire, c'est cette fatigue de jambes lourdes, de jambes qui brûlent, qui apparaît quand on court à une allure plus ou moins modérée comme le tempo ou l'allure de course à partir plus ou moins de la moitié
du temps qu'on est censé courir, de la moitié de la course, qui peut faire vraiment très mal, qui est assez désagréable. Et voilà, travailler son tempo, son allure de course, ça permet de résister mieux à cette fatigue musculaire. Alors comment travailler son tempo et son allure de course? Eh bien tout simplement en faisant des intervalles quand même assez longs, plus longs que la VMA, de 5 minutes jusqu'à 15 minutes que tu vas répéter plusieurs fois. Maintenant on n'en fait pas autant pour la VMA comme ils sont quand même assez longs, ou bien en faisant des blocs où tu vas courir de 15 minutes à 30 voire 45 minutes si c'est un tempo qui n'est pas trop élevé à ton allure tempo ou ton allure de course. Et le tempo et l'allure de course, ça se travaille surtout, comme je l'ai dit juste avant, à l'approche d'une course pour se familiariser avec les sensations, avec l'allure qu'on va devoir tenir pendant la course. Et sixième point, sixième qualité à travailler pour progresser en course à pied, c'est le renforcement musculaire. Alors ça fait un petit peu peur, surtout aux coureurs, quand on parle de renforcement musculaire, de musculation, mais ce n'est pas du tout de la musculation comme tu te l'imagines. Alors, le renforcement musculaire, ce n'est pas la chose la plus importante à travailler, surtout quand on débute la course à pied, mais c'est quand même utile, et pour que tu le comprennes bien, je vais te donner une petite métaphore. Imagine que tous les muscles du centre de ton corps, surtout de ton tronc, ce sont comme un bateau, d'accord? Et que tous les muscles de tes jambes et aussi de tes bras, puisque tu t'aides de tes bras pour te propulser en course à pied, ce sont un canon. Si tu es très puissant, tu es capable d'être très rapide en course à pied, ça veut dire que voilà, tu as des muscles qui sont quand même assez solides, tu es capable d'envoyer du lourd quand tu cours, eh bien ça veut dire que tu as un très gros canon. Seulement si tu as des muscles du centre du corps qui sont tout faibles, ça veut dire que tu as une toute petite barque. Et qu'est-ce qui va se passer si tu mets une toute petite barque un gros canon sur une toute petite barque? Eh bien au moindre coup de canon, la barque elle va se renverser. Et c'est pareil avec toi. Tout simplement tu vas aller un petit peu dans tous les sens, tu ne seras pas rigide, tu ne seras pas assez fluide quand tu cours, tu vas vraiment te balancer dans tous les sens parce que les muscles du centre de ton corps ne sont pas assez robustes pour maintenir le tout. Par contre, si tu as un gros canon, mais que comme bateau tu as vraiment un gros destroyer, que tu as des muscles du centre du corps et aussi des jambes bien robustes, ben là tu peux tirer tant que tu veux au canon. Le bateau ne bougera pas car il est assez solide pour maintenir le tout. C'est exactement pareil avec ton corps. C'est pourquoi faire un peu de renforcement musculaire du centre du corps, c'est utile même au début pour ne pas avoir des mouvements qui partent dans tous les sens et donc avoir une mauvaise technique et donc risquer des blessures. Pour cela, tu peux faire du gainage, des abdos, tu peux aussi faire un petit peu des pompes, des squats pour renforcer les cuisses, ça c'est plus pour les muscles des jambes. Tu peux aussi faire du pont sur le dos. Donc ça voilà, c'était les 6 qualités à travailler pour progresser en course à pied. Je les répète, endurance, technique, force, vitesse, donc la VMA, le tempo et l'allure de course et le renforcement musculaire. Le quatrième gros point de la méthode 80-20 de course à pied, c'est de structurer tes séances. Et le premier point d'une séance, la première chose à faire lors d'une séance, surtout pour les séances intenses, c'est de faire un bon échauffement. Alors pourquoi est-ce que c'est important de bien s'échauffer? Pour 2 raisons. Premièrement, pour se préparer physiquement, car quand on fait un effort à haute intensité, le corps consomme beaucoup plus d'énergie et d'oxygène que quand il est à basse intensité ou au repos. Et du coup, t'échauffer, ça va permettre de préparer le corps, donc c'est-à-dire que ça va élever le rythme cardiaque et la température du corps afin que le sang circule plus facilement dans le corps et donc qu'il amène plus facilement l'énergie et l'oxygène aux muscles et qu'il évacue plus facilement les déchets. Les vaisseaux sanguins vont aussi se dilater et les muscles s'échauffer, ce qui va faire que les muscles auront plus facile à se contracter et à se détendre et donc tu auras des mouvements plus efficaces et surtout que tu vas éviter un claquage car quand on ne s'échauffe pas et qu'on part direct sur de la haute intensité, souvent on risque un claquage car les muscles sont trop froids et je ne te parle même pas des sensations désagréables qui arrivent à ce moment-là. Et deuxièmement, ça permet de se préparer mentalement, donc souvent avant une séance intense, l'échauffement ça permet d'échauffer son corps mais de se calmer un peu mentalement, de bien se focuser, de se concentrer sur la séance qui va arriver, de se mettre dans sa bulle et d'éliminer un petit peu toute l'agitation de la journée, tous les tracas du quotidien et d'être vraiment bien prêt pour sa séance. Alors de quoi se compose un bon échauffement? Un bon échauffement, ça se fait en 3 parties. Premièrement, trottiner 15 à 20 minutes vraiment très calmement, histoire de faire circuler un peu le sang dans le corps et dans les muscles.
Deuxièmement, il est composé d'éducatifs, donc ce sont des exercices que tu vas faire à la fois pour échauffer tes muscles, mais également c'est à ce moment-là que tu vas travailler ta technique dont on a parlé juste avant. Et troisièmement, ça se termine juste avant la séance par 2-3 petites accélérations sur 50 mètres qui se terminent en sprint, histoire de bien échauffer, histoire de bien faire monter la fréquence cardiaque avant les fractionnés. Ensuite, la deuxième partie d'un entraînement, eh bien, c'est la séance en elle-même, la séance intense en elle-même, où tu vas faire les fractionnés. Alors pour ça, il n'y a pas grand-chose à dire, j'ai déjà tout expliqué avant avec les qualités à travailler. Mais je vais te donner quelques petits conseils pour gérer au mieux tes séances intenses. Et le tout premier, c'est d'avoir de la compagnie, puisque plus tu seras accompagné sur ta séance, en général, plus tu seras motivé, surtout sur la fin, quand c'est difficile. Avoir des personnes qui s'entraînent avec nous, c'est extrêmement motivant. Deuxièmement, c'est de ne pas partir trop vite. Vraiment, ça, c'est une habitude à prendre en tant que coureur, c'est d'arrêter de partir trop vite, de tenir une allure sur le début de l'endurance des fractionnés. Et puis, si on se sent bien, d'accélérer un peu sur la fin, sur les fractionnés, pas sur l'endurance, puisque ça doit rester de la basse intensité. Mais vraiment, ne pas partir trop vite, que ce soit sur les courses ou sur les entraînements intenses, c'est super important. Car c'est beaucoup plus efficace pour progresser de commencer à une allure qu'on garde tout simplement à une allure stable et ensuite d'accélérer si on se sent bien. Troisièmement, c'est de faire tes fractionnés à VMA, donc les fractionnés où tu vas vraiment aller vite et qui sont assez courts sur une piste d'athlétisme. Pourquoi? Car de 1, ce sera beaucoup plus facile pour calculer les distances que tu dois courir. Et deuxièmement, les pistes d'athlétisme sont toutes plates et elles ont un revêtement spécial pour courir qui est plus doux que le revêtement de la route qui est très dur avec le pied, qui engendre une onde de choc très forte lorsque tu prends un puits. La piste, c'est un petit peu plus souple. Ensuite, le quatrième conseil, c'est tout simplement d'aller chercher vraiment au mental sur la fin d'une séance intense avec des fractionnés, que ce soit de la force, de la VMA ou du tempo, ou sur la fin d'une course, ça va piquer, c'est normal, c'est pas agréable, mais c'est à ce moment-là qu'il faut sortir de sa zone de confort et qu'il faut arriver à dépasser ses limites, car c'est à ce moment-là qu'on va vraiment progresser. Et le cinquième conseil, c'est tout simplement que tous ces conseils que je t'ai donnés là pour les entraînements intenses sont exactement valables pour les courses. Un entraînement intense, une course, c'est plus ou moins la même chose. Une course, ce n'est qu'un entraînement vraiment très intense pour lequel il faut bien se préparer et après lequel il faut très bien récupérer. Ensuite, la troisième partie d'un entraînement intense ou d'une course, c'est le retour au calme. Alors même si on est très fatigué après la série principale, après les répétitions, les fractionnés, c'est super important de faire un retour au calme après une séance intense. Pourquoi? Eh bien tout simplement car le retour au calme va permettre de faire circuler du sang frais dans les muscles, ce qui va accélérer la cicatrisation et va diminuer du coup le risque d'avoir des courbatures. Vous voyez ces douleurs qui apparaissent 24-48 heures après la séance pendant que en fait les muscles sont en train de cicatriser. Eh bien faire un retour au calme vraiment très calmement, ça va permettre d'accélérer la cicatrisation et de la rendre plus douce. Et ça va également permettre de faire redescendre vraiment petit à petit la fréquence cardiaque et pas de la faire redescendre trop brusquement. Le retour au calme se fait en deux parties. Premièrement, trottiner 5 à 10 minutes vraiment très calmement, voilà, pour faire circuler le sang frais dans les muscles. Et deuxièmement, des étirements mais très légers après une séance intense, juste pour rallonger un petit peu les fibres musculaires, pour les détendre un petit peu. Par contre, c'est super important, c'est assez important de faire des étirements plus longs et on va tirer un petit peu plus sur les muscles tout en faisant attention bien évidemment durant des jours où on n'a pas de séance intense, où on a fait juste une petite endurance, car si on ne fait jamais d'entraînement, les fibres musculaires vont avoir tendance à se raidir avec la course à pied, et quelque chose qui est raide, eh bien déjà ça vous empêchera d'avoir des mouvements bien souples et bien amples, et deuxièmement ça a plus vite tendance à se casser, donc voilà, donc finalement d'avoir une blessure. Donc voilà, je vous conseille de faire quelques fois sur la semaine des étirements un petit peu plus longs et vous allez tirer un petit peu plus sur les muscles, mais les étirements après une séance intense, vraiment allez-y mollo. Et quatrième point pour bien structurer ces séances, c'est tout simplement d'organiser ces entraînements. Donc comme on l'a vu un petit peu avant, planifier, c'est vraiment
capital pour progresser en course à pied et je t'invite vraiment à voir la planification comme un allié plutôt que comme une contrainte. Et donc une fois qu'on sait quel objectif on veut atteindre et quelle qualité on doit travailler pour atteindre cet objectif, eh bien on va planifier 16 semaines d'entraînement durant lesquelles on va travailler ces qualités pour atteindre cet objectif. Et lorsqu'on planifie une semaine d'entraînement, il y a 3 choses à bien respecter. La première, c'est le principe de surcharge progressive, comme on en a déjà parlé, donc c'est-à-dire que ta charge de travail doit augmenter progressivement à chaque semaine, plus ou moins, donc que ce soit au niveau du volume ou au niveau de l'intensité, donc c'est-à-dire que les fractionnés doivent être toujours un petit peu plus difficiles, qu'il y en ait toujours un petit peu plus, qu'ils soient un petit peu plus intenses. Forcément, il faut vraiment y aller mollo, petit à petit, ça doit vraiment se faire très progressivement. Deuxièmement, il faut que tes séances intenses soient les plus espacées possibles pour laisser le plus de temps à ton corps pour bien récupérer des séances. Et troisièmement, respecter au mieux l'équilibre 80-20 durant tes semaines, 80% du temps d'entraînement à basse intensité et 20% du temps d'entraînement à haute intensité. Et bien évidemment, c'est aussi possible de moins se casser la tête et au lieu de planifier, d'y aller plus au feeling, voilà, de se dire aujourd'hui j'ai envie de faire ça comme entraînement, je vais le faire, demain je ferai ça, etc. Sauf que là, alors la progression, ça relève plus de la chance que de la logique, donc il ne faut pas venir se plaindre si on n'a pas les résultats espérés. Cinquième grand point de la méthode 80-20, ce sont les erreurs à éviter. Et oui, vraiment des erreurs, il y en a des tonnes que les coureurs commettent. Donc ici, je vais t'expliquer les 5 erreurs les plus courantes et qui en général créent le plus de blessures, amènent le plus de soucis. Vraiment les erreurs les plus courantes à éviter. Alors déjà, à quoi est-ce que souvent mènent ces erreurs en course à pied ? Eh bien, elle mène soit à un plateau c'est-à-dire que tu continues de t'entraîner, mais ta condition physique ne progresse plus, tu continues de t'entraîner, mais enfin voilà, tu ne progresses plus, tu ne remarques plus d'amélioration. Ça peut mener à des régressions, donc là ça veut dire que ta condition physique elle va diminuer. Ça peut mener à du surentraînement. Alors le surentraînement c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler mais qui est vraiment un fléau dans le monde du sport. Et c'est en fait vraiment une fatigue extrême qui fait que ça devient presque impossible de s'entraîner. Et pourquoi est-ce que cette fatigue apparaît bien souvent? Car on n'a pas pris assez de temps pour bien récupérer, le corps a accumulé et il a accumulé trop de fatigue, ce qui fait qu'à la fin on craque, on n'arrive plus à s'entraîner. C'est un petit peu un espèce de burn-out au niveau du sport. Ensuite, bien évidemment, les erreurs, ça peut mener à des blessures. C'est souvent à ça qu'on voit qu'on a fait des erreurs, c'est quand on chope une blessure. Et finalement, ça peut aussi mener à se sentir mal pendant ces séances. Les erreurs que je vais t'expliquer après vont faire que tu vas pas te sentir très bien durant tes entraînements, surtout durant tes entraînements intenses. La première erreur la plus courante, c'est de ne pas augmenter la charge de travail ou de l'augmenter trop peu. Donc comme je te l'ai déjà répété dans cette vidéo, si tu veux progresser en course à pied, il faut que tu soumettes ton corps à un stress toujours un petit peu plus grand pour qu'il se dise à chaque fois « Ok, je dois m'habituer à ce nouveau stress pour être prêt la prochaine fois qu'on va me le faire subir. » Sauf que du coup, si tu veux progresser, eh bien, il faut toujours le soumettre à un stress un petit peu plus grand. Donc si tu n'augmentes pas progressivement ta charge de travail, eh bien, le corps n'aura tout simplement pas de raison de progresser. Deuxième erreur, ne faire que de l'intensité modérée. Et ça, c'est souvent un problème des débutants et c'est un problème que j'avais surtout moi sur le vélo. Maintenant, c'est exactement pareil en course à pied, qui est à chaque fois qu'on va courir, ne pas faire de la basse intensité, ni vraiment de la très haute intensité où on va vraiment essayer d'aller vraiment chercher, d'aller vraiment pousser et de repousser ses limites, mais de faire de l'intensité modérée où on pousse quand même, mais sans se mettre trop dans le rouge. Sauf que le problème, c'est que l'intensité modérée, ça n'amène pas beaucoup d'amélioration et en plus, ça crée beaucoup de fatigue que le corps a du mal à éliminer. Troisième erreur, augmenter trop brusquement sa charge de travail. Même si ne pas augmenter sa charge de travail ou l'augmenter trop peu, c'est une erreur, eh bien, l'augmenter trop brusquement, c'est une grosse erreur aussi et peut-être pire que celle d'avant. Car tout simplement, si on augmente trop brusquement sa charge de travail, là, le corps n'aura pas le temps de s'adapter au stress que tu lui fais subir et en général, il va te le faire comprendre par une blessure. Il y a quelque chose qui va lâcher, un petit muscle, un petit tendon qui va lâcher ou bien tout simplement, il va avoir beaucoup trop de fatigue, qui va avoir du mal à accumuler et du coup tu vas te sentir de plus en plus fatigué et tes entraînements vont en pâtir ainsi que ta progression.
Quatrième erreur, avoir une mauvaise technique. Comme on l'a vu lorsqu'on a parlé de la technique, c'est vraiment super important de faire attention à sa technique en course à pied, car une bonne technique, ça permet d'économiser de l'énergie en courant, ça permet de restituer un maximum d'énergie lors de sa foulée au sol et ça permet surtout d'éviter les blessures, car si on a des mouvements qui sont pas efficaces, qui sont pas en accord avec la course à pied, qui ne sont pas faits tout simplement pour quand on court, eh bien on a beaucoup plus de risques d'attraper des blessures. Donc ce que je te conseille, c'est quelquefois de demander à quelqu'un avec qui tu t'entraînes de te filmer pendant que tu cours et puis de comparer les vidéos de toi en train de courir avec des très bons coureurs qui ont une très bonne technique et en général tu verras la différence et puis ensuite d'essayer de corriger petit à petit les points que tu dois corriger au niveau de ta technique. Et la cinquième erreur, c'est de négliger ta récupération. La récupération, comme on l'a vu avec le principe de surcompensation, c'est vraiment la clé de la progression, car je vais peut-être casser un mythe, mais ce n'est pas en t'entraînant que tu progresses, mais en récupérant, puisque c'est pendant que tu vas récupérer que ton corps va vraiment faire tous les changements, toutes les adaptations physiologiques nécessaires pour s'habituer au stress que tu lui fais subir. Donc si tu récupères mal, que tu manges mal, que tu dors mal, comme on va voir juste après, etc., ou bien que tes entraînements intenses ne sont pas assez espacés, que tu ne laisses pas le temps à ton corps de bien récupérer, eh bien il ne va pas pouvoir progresser puisqu'il ne saura pas s'habituer au stress que tu lui fais subir. Donc ça voilà, c'était les 5 erreurs les plus courantes en course à pied et les 5 erreurs à éviter à tout prix. Et maintenant, on va justement voir comment bien récupérer pour la course à pied. C'est le 6e gros point de la méthode 80-20, c'est la récupération. Donc comme je viens de te le dire, c'est pendant la récupération que tu vas vraiment progresser. Et la récupération, elle se joue principalement sur 4 points. L'alimentation, le sommeil, les activités du quotidien et les séances calmes. Alors les séances calmes, on en a déjà parlé avec le principe d'entraînement 80-20, ce sont les 80% d'entraînement, du temps d'entraînement à basse intensité. Du coup, on va tout de suite passer à l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est super important pour bien récupérer de ces séances, mais aussi pour bien carburer, pour avoir assez d'énergie durant ces séances. Et avoir un bon équilibre alimentaire, ça signifie avoir un organisme en bonne santé. Et qui dit un organisme en bonne santé, dit mieux récupérer et bien carburer durant tes séances. Et qui dit bien récupérer et bien carburer durant tes séances, dit progresser plus efficacement et plus rapidement. Donc je t'invite vraiment à faire attention à ton équilibre alimentaire au général. Ce n'est pas qu'il faut supprimer toutes les pizzas, tous les hamburgers, etc. Mais au global, de faire attention à ton équilibre alimentaire. Voilà, je te rappelle la pyramide alimentaire, je suis sûr que tu la connais, avec en bas l'eau, la boisson vraiment à privilégier, puis ensuite les fruits et les légumes, c'est super important. Puis les féculents, privilégie les glucides complets, les féculents complets. Ensuite, on a tout ce qui est les protéines, puis on a les bonnes graisses, donc c'est-à-dire l'huile, l'huile d'olive principalement, aussi les noix, les poissons oléagineux, etc. Et puis ensuite, on a plus tout ce qui est friandises et les mauvaises graisses. Donc voilà, ce qu'il faut essayer de limiter. Maintenant voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement les supprimer, mais juste qu'il faut bien doser et qu'ils ne doivent pas qu'ils ne doivent pas composer la majeure partie de ton alimentation. Et en tant que coureur, c'est également important de faire attention d'avoir suffisamment d'apport de glucides lents dans son alimentation. Les glucides lents, tu les trouves principalement dans tout ce qui est le pain, les pâtes, donc voilà, les céréales, mais pas les céréales style petit déjeuner, plus style flocons d'avoine. Tu les trouves aussi dans le riz, dans les pommes de terre, dans le quinoa, etc. Ainsi que d'avoir suffisamment de protéines sur sa journée, les protéines que tu trouves dans la viande, dans les œufs, dans le poisson, dans le lait, dans les yaourts, etc. Car ce sont les protéines qui vont principalement permettre aux muscles de bien cicatriser, qui vont venir réparer les micro-déchirures qui se produisent dans tes muscles lorsque tu t'entraînes. Et veille aussi, dernière chose à propos de l'alimentation, de laisser suffisamment de temps à ton corps pour bien digérer entre ton dernier gros repas et ton entraînement. Laisse minimum 3-4 heures à ton corps pour bien digérer, histoire qu'il ait bien le temps d'assimiler tous les nutriments et que tu ne sois pas ballonné durant ton entraînement.
Troisième point de la récupération, c'est le sommeil. Donc je suppose que tu t'en doutes, mais le sommeil c'est également très important. Sans sommeil, on ne peut pas survivre, tout simplement, comme avec l'alimentation. Car c'est en dormant que de 1, le corps recharge ses batteries, mais aussi qu'il fait le nettoyage de toutes les mauvaises substances qui se sont accumulées pendant la nuit et qu'il répare tes fibres musculaires endommagées, comme je te l'ai dit juste avant. Donc c'est important d'avoir plus ou moins 8 heures de sommeil, 7 à 8 heures de sommeil, ça dépend un petit peu des personnes, mais fais attention qu'en dessous de 6 heures de sommeil, ça peut être nocif pour la santé. Des études l'ont démontré, et quand j'ai entendu que la plupart des Français avaient une moyenne de sommeil de 6 heures ou 6h30, je ne sais plus exactement, eh bien ça m'a fait assez peur, car tout simplement vraiment le sommeil c'est capital pour les sportifs pour bien récupérer et bien se sentir sur ses prochains entraînements. D'ailleurs, Usain Bolt a dit un truc du genre « Entraîne-toi comme un acharné, mais dors comme un bébé ». Donc voilà, tu peux avoir l'impression que ça sort un peu du contexte de cette vidéo, le sommeil, mais vraiment, c'est super important d'avoir un bon sommeil pour bien récupérer et donc pour bien progresser. Et le quatrième point sur lequel tu peux jouer pour ta récupération, ce sont tes activités du quotidien. Donc comme on l'a vu, progresser en course à pied, c'est stresser le corps et puis lui laisser le temps de bien récupérer pour qu'il puisse s'adapter à ce stress et devenir plus fort. Sauf que si les autres activités que tu fais au quotidien en dehors de la course à pied sont aussi exigeantes physiquement, eh bien ça va venir quand même faire peser encore un petit peu plus de stress sur le corps et du coup tu vas avoir encore un petit peu plus de mal à récupérer de tes séances. Donc plus tes activités du quotidien sont exigeantes, eh bien plus tu auras du mal à récupérer. Maintenant, on n'est pas tous des coureurs professionnels et on a tous des obligations, des choses qu'on doit faire durant la journée. Donc je t'invite à trouver certaines petites astuces pour te fatiguer le moins possible durant la journée, comme par exemple tout simplement t'asseoir quand tu le peux, quand tu peux faire quelque chose d'assis, ou même si tu peux le faire allongé, pourquoi pas, ce sera déjà ça de gagner. Donc je t'invite vraiment à chercher la simplicité au quotidien. Donc voilà, ça clôt le 6e gros point de la méthode 80-20 course à pied qui est la récupération. Je répète, la récupération, les séances calmes, l'alimentation et le sommeil. Donc ça, c'était les grandes lignes de la méthode 80-20 course à pied et tu peux très bien arriver à progresser en course à pied en suivant les étapes que je t'ai décrites dans cette vidéo et en les complétant par tes petites recherches personnelles sur YouTube, sur Internet, etc. Maintenant, si tu désires passer directement à l'action et commencer à progresser en course à pied déjà après avoir fini cette vidéo, eh bien j'ai quelque chose à te proposer qui est tout simplement la méthode 80-20 course à pied complète. Donc c'est une formation sur la course à pied que j'ai créée et qui reprend vraiment tous les points un par un que je t'ai énoncés dans cette vidéo de la méthode 80-20 course à pied, mais en les approfondissant vraiment énormément et surtout en te donnant un plan d'action concret. Donc je te guide vraiment de A à Z pour arriver à composer tes propres plans d'entraînement, à savoir quelles séances faire, comment les effectuer, etc. D'ailleurs, tu peux voir tout le contenu de la formation juste en cliquant sur le lien en face de formation 80-20 course à pied dans la description de cette vidéo. Alors, à qui est destinée cette formation? Eh bien, principalement à 3 catégories de personnes. Premièrement, à ceux qui débutent la course à pied et qui ne savent pas vraiment comment faire pour progresser. Deuxièmement, aux coureurs et coureuses de longue date mais dont les résultats ne les satisfont pas. Et troisièmement, à ceux qui aimeraient se lancer en course à pied, qui ne courent pas encore, et c'est une excellente initiative de commencer la course à pied et qui ne veulent pas faire n'importe quoi. Et vraiment, la course à pied, ça comporte plein de choses super sympathiques, des longues sorties du week-end avec des amis, des longues endurances tranquilles, des moments de détente après une journée de travail bien épuisante, des courses qu'on termine avec un énorme sourire sur les lèvres, un corps athlétique qu'on se façonne petit à petit, une santé de fer qu'on entretient et surtout les regards stupéfaits des personnes qui ne nous croyaient pas capables d'arriver au stade où on en est arrivé, quand on arrive à battre notre chrono sur une certaine distance, à terminer une course ou à prouver tout simplement à certaines personnes qu'on est
était capable de faire certaines choses qu'ils ne nous croyaient pas capables de faire. Mais malheureusement, la course à pied, c'est aussi des entraînements où on se sent mal, des blessures qui reviennent sans arrêt, des déceptions lors de courses où on n'était vraiment pas au top, des moments où la motivation n'est pas au rendez-vous, des périodes où on continue de s'entraîner, mais comme je te l'ai expliqué avant, où il y a un plateau qui arrive, donc on continue de s'entraîner, mais on ne progresse plus, et aussi parfois la fatigue extrême qui suit les entraînements. Donc je sais que malheureusement les séances ont ni le mental ni la forme ni son, les performances qui déçoivent, les blessures qui reviennent sans arrêt, on ne comprend pas pourquoi, l'incertitude de ne pas savoir si ce qu'on fait est utile ou pas pour progresser, et les régressions ou les plateaux qui surviennent sans qu'on comprenne pourquoi. C'est souvent le quotidien des coureurs débutants, et c'était, comme je te l'ai expliqué, exactement pareil pour moi. Vraiment, mes débuts en course à pied, ils étaient cool, mais ils n'étaient pas tout roses, car je m'entraînais mais sans vraiment comprendre qu'est-ce que je faisais en m'entraînant, et la fatigue, les blessures et les résultats médiocres n'arrêtaient pas de me coller au derrière. Jusqu'au jour où, comme je te l'ai expliqué, j'ai découvert et surtout où j'ai commencé à appliquer la méthode 80-20. À partir de ce jour-là, j'ai vraiment vu des changements concrets. Je me sentais mieux physiquement et mentalement, les performances vraiment satisfaisantes ont commencé à arriver, et les blessures, elles sont devenues bien rares. Ça fait quasi 1 an et demi que je n'ai plus de blessures depuis que j'applique cette méthode. Et c'est bien logique, parce que c'est comme si tu essayes de faire un gâteau ou une recette. Si tu as tous les ingrédients avec toi, que tu as tout ce que tu veux, même le meilleur matériel, mais que tu n'as aucune idée de la recette, que tu ne sais pas du tout par quoi est-ce qu'il faut commencer, s'il faut commencer par mettre la farine, les œufs, commencer par cuire, enfin voilà, tu n'as aucune idée de comment faire, tu es vraiment le plus débutant des pâtissiers, tu risques plus de te retrouver avec quelque chose de dégueu plutôt qu'un 4 quarts délicieux, même si à la base tu avais tous les ingrédients. Donc si toi aussi, comme je le faisais avant, tu t'entraînes en étant presque toujours à fond, tes séances ne suivent pas de logique, un jour tu fais ceci, l'autre jour tu fais cela, sans vraiment comprendre pourquoi, tu penses que pour pouvoir progresser il faut s'entraîner comme un acharné et tu ne fais pas attention à ta récupération, je suis désolé de te le dire, mais tu fonces droit dans le mur. Tout simplement, tu accumules beaucoup trop de fatigue pour pouvoir bien en récupérer, et tu ne donnes pas de raison valable à ton corps de progresser, de s'améliorer. Donc résultat, ni les performances ni le plaisir sont vraiment au rendez-vous. Et c'est là que la méthode 80-20 course à pied peut vraiment te sortir de là, car comme je te l'ai répété au long de cette formation, elle repose sur 3 principes vraiment ultra simples mais qui ont déjà fait leur preuve, qui est 80% du temps d'entraînement à basse intensité, planifié pour atteindre tes objectifs, et bien récupérer égale progresser. Alors bien évidemment, cette méthode 80-20, je ne la sors pas de ma boîte magique. Elle a été popularisée par les coachs américains David Warden, Matt Fitzgerald et Joe Friel. Elle est utilisée par les athlètes pros des sports d'endurance du monde entier, que ce soit en course à pied ou en triathlon surtout, mais aussi en vélo, en natation et même en haltérophilie, qui n'est pas un sport d'endurance. Et c'est la méthode actuelle d'entraînement qui a le meilleur ratio résultat obtenu pour effort fourni. Donc la méthode 80-20 de course à pied, je pense sincèrement que c'est la méthode la plus efficace pour les débutants en course à pied pour progresser efficacement et sûrement sans se pousser à bout. Grâce à cette méthode, en appliquant ce que tu vas apprendre dans cette méthode, dans cette formation, tu pourras enfin courir en te sentant bien, que ce soit en te sentant bien physiquement, mentalement. Donc c'est-à-dire en ayant une bonne technique, en n'ayant pas trop de fatigue et en étant dans un bon état mental lors de tes entraînements. Tu progresseras en course à pied avec quand même minimum 2 séances par semaine. Si tu ne fais qu'une séance, ça risque d'être un peu juste. Tu pourras dire adieu aux successions de blessures qui reviennent sans arrêt, sans comprendre pourquoi. Tu sauras comment éviter les plateaux, les régressions et ce fléau de surentraînement, et tu te dirigeras en toute confiance vers tes objectifs les plus ambitieux. Donc cette méthode, cette formation, elle est vraiment très simple et très structurée. Donc comme tu l'as vu dans cette vidéo, elle est structurée en exactement les mêmes 6 points. Donc le premier module, nous passerons en revue ton mental, ton mindset de coureur, de coureuse. Dans le deuxième module, je t'expliquerai les bases de la progression en course à pied, car je pars du principe que si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas l'appliquer
correctement. Dans le troisième module, je t'explique les différentes qualités à travailler en course à pied comme je l'ai fait, mais forcément en approfondissant bien plus et surtout en te donnant des séances toutes prêtes à l'emploi. Dans le quatrième, je te guide pas à pas pour créer toi-même tes propres périodes de semaines d'entraînement. Dans le cinquième module, je t'explique vraiment toutes les erreurs, la plupart des erreurs, beaucoup plus que ce que je t'en ai expliqué dans cette vidéo qui nuisent à ta progression en course à pied, vraiment les erreurs qu'il faut le plus éviter et je t'en dis beaucoup plus que dans cette vidéo. Et dans le sixième module, pour terminer, je te donne mes meilleures astuces et les meilleurs conseils en général pour arriver à bien récupérer au niveau de ton alimentation, de ton sommeil et de tes activités du quotidien. Mais attention, cette formation, ce n'est pas une méthode miracle pour progresser en course à pied en un claquement de doigts, sans une goutte de sueur, sans un effort. Comme je te l'ai dit tout au début de cette vidéo, c'est exactement pareil pour la formation en elle-même. Et ce n'est pas non plus juste une bête série de vidéos pour te divertir comme la plupart des vidéos YouTube. C'est vraiment une méthode qui va te permettre de passer à l'action. Tu peux le regarder juste pour ton plaisir si tu as envie, mais ce n'aura pas servi à grand chose. Donc si tu penses obtenir des résultats du jour au lendemain en claquant des doigts, que tu n'as ni patience, ni volonté, et que tu n'es pas prêt à y consacrer un minimum de temps et d'énergie, et que tu penses trouver vraiment la méthode miracle qui résoudra tous tes problèmes de coureur, de coureuse en un claquement de doigts, je te déconseille de l'acheter. En revanche, si tu désires progresser réellement en course à pied afin d'atteindre un objectif, de réaliser des performances ou juste de te sentir bien en courant et que tu es prête à y mettre un petit peu de temps et d'énergie et d'attention sans non plus de devenir complètement un taré, une tarée de l'entraînement, eh bien je pense que cette formation te conviendra vraiment bien, comme cette méthode 80-20 m'a vraiment convenu, m'a vraiment permis de progresser et était vraiment la chose qui m'a permis de sortir de cette boucle où je m'entraînais mais au final je n'avais pas de résultat. Et parmi tout ce qui se trouve dans la formation, notamment je t'explique vraiment la méthode 80-20 de fond en comble. Je te montre mes propres éducatifs et étirements comme on a vu pour l'échauffement et le retour au calme. Je te donne tous des fichiers avec des séances vraiment toutes prêtes à l'emploi. Je te guide pas à pas, comme je te l'ai dit, pour créer tes propres blocs d'entraînement et tes propres semaines d'entraînement. Et je te donne tous mes meilleurs conseils, ainsi que toutes les astuces utilisées par les meilleurs coureurs du monde pour progresser en course à pied. Maintenant, tu pourrais te demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce qu'il n'y a pas mieux? Alors effectivement, il y a d'autres alternatives. Maintenant, s'inscrire à un club d'entraînement, c'est bien, mais les entraînements sont rarement individualisés en fonction de ton niveau et de ce que tu désires toi accomplir. C'est pour ça que même si je suis dans un club d'athlétisme, eh bien je compose mes programmes d'entraînement surtout pour le vélo, la natation tout seul, et au niveau de la course à pied, il y a parfois certaines petites choses que je modifie pour respecter tout simplement cette méthode 80-20. J'en discute avec mon entraîneur. Un coach personnel te coûtera minimum 50 € par mois, alors qu'ici avec la formation tu en as pour 69 € en une fois pour 4 heures de formation, ou bien tu peux aussi la payer en 3 fois 25 € si ça t'arrange mieux. Il y a aussi beaucoup de contenu gratuit sur internet comme cette vidéo. Sauf que le contenu gratuit, eh bien, c'est bien pour en savoir un petit peu plus. Maintenant, pour passer à l'action, en général, ce n'est pas suffisant. Il faut plutôt une formation qui te guide pas à pas pour passer concrètement à l'action, ou bien tu peux toi-même, entre guillemets, te créer ta petite formation en récoltant toutes les infos par toi-même et en te débrouillant, mais ça te prendra beaucoup plus de temps et d'énergie et tu n'es pas tout à fait sûr que ça fonctionnera. Tu pourrais aussi ne rien changer à ta façon de t'entraîner, mais alors tout simplement pourquoi avoir regardé cette vidéo jusqu'ici? Car si tu ne changes rien à ta façon de t'entraîner, n'espère pas plus de résultats que ce que tu obtiens pour le moment. Et comme je te l'ai dit, tu pourrais aussi y arriver tout seul ou toute seule, mais le chemin risque d'être beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que si tu as directement les clés pour progresser vraiment, qui vont te permettre de savoir directement ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc si tu es intéressé par la formation, eh bien tu retrouveras vraiment toutes les infos supplémentaires, toutes les infos bien complètes sur la formation et toutes les réponses à tes questions que tu pourrais te poser en cliquant sur le lien dans la description juste en face de formation méthode 80-20 course à pied.
Tu peux également t'abonner à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, en t'inscrivant, tu recevras chaque matin directement dans ta boîte mail un email super motivant et plein de beaux conseils sur la course à pied, mais également sur les sports qui composent le triathlon, ainsi que plein de conseils sur les aspects qui tournent plus autour du sport, comme la nutrition et le côté mental dont je parle beaucoup. Mais c'est aussi via la newsletter que j'annonce les promotions sur mes formations. Donc par exemple, pour le lancement, j'ai fait une grosse promotion, etc. Donc vraiment, n'hésite pas à t'y inscrire si tu ne veux rien louper. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien, cette fois en face de newsletter, d'inscrire ton email et le tour est joué. Donc je pense que tu l'auras compris, mais progresser en course à pied, ça ne relève pas de la magie ou d'une méthode miracle, ou ce n'est pas parce que un tel, oui, il a des prédispositions génétiques et un tel pas. Progresser en course à pied, ça tient à 3 choses. Ça tient à appliquer les bonnes pratiques qui sont décrites, que je t'ai expliquées dans cette vidéo et qui sont expliquées bien plus en profondeur dans la formation 80-20 de course à pied, et ensuite à persévérer et à être patient. D'ailleurs, à propos de patience, je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as regardé jusqu'ici, je suis sûr que toi tu es décidé à progresser en course à pied et à passer à l'action. Donc je compte sur toi pour ne pas laisser passer ta chance et commencer à progresser en course à pied, mettre en place les actions qu'il faut pour progresser en course à pied. Je sais que tu en es capable. Merci à toi encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la formation, dans les mails de la newsletter ou dans une prochaine vidéo. N'oublie pas comme d'habitude de t'abonner, d'activer la petite cloche et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Entraîne-toi bien, prends beaucoup de plaisir lorsque tu vas courir ou quand tu t'entraînes en général. C'était Corentin, ciao. Word they say, and we all know fear is a slogan, yeah, and we all feel broken, yeah, and we all outspoken, need someone who could just so shout. I struggle in this place, been in circles.